qui était très focalisé sur les incendies estivaux. Pour nous, on a toujours eu des incendies importants sur tout l'ouest de la France. Dès le printemps, là, mois d'avril, là, en ce moment, on pourrait le craindre, par exemple, parce qu'on a une végétation de landes et de fougères aigles, notamment, qui est très sèche en cette saison et qui peut générer rapidement une extension des feux sans avoir forcément les fortes chaleurs qu'on peut avoir en juillet et août. Voilà sur le contexte un peu historique de notre région forestière avec son taux de boisement de 15%, mais qui est parcouru par des feux de forêt et de landes. Et de fait, on a un historique de mesures de prévention qui a débuté assez tôt, puisque dès 1993, on a eu un premier plan régional de protection des forêts contre l'incendie. Donc plan régional, puisque ça reste une constante sur la Bretagne, on a un gros massif à risque interdépartemental qui est situé à cheval sur l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan et qui s'appelle la forêt de Pimpon-Brocéliande. Et donc, dès 93, il y avait un document régional qui a été fait à l'initiative des forestiers et un peu avec les seuls forestiers autour de la table. Il a été renouvelé en 2010. Et moi, quand je suis arrivée en 2020, il y avait une nouvelle instruction technique nationale sur comment élaborer des plans départementaux de protection des forêts contre l'incendie. Et je me suis dit, on va lancer le renouvellement, puisqu'il normalement il n'est valable que 10 ans. Et c'était un plan volontaire parce que la loi, jusqu'en 2023, ne nous imposait pas ce plan dans le nord de la France. Il n'était imposé que sur les territoires à risque identifiés par le code forestier du sud de la France. Donc notre plan au démarrage en 2020, on l'a constitué comme un plan volontaire et qui ne s'inscrivait pas dans les textes mis à jour en 2023, sachant qu'en parallèle, dès 1980, on avait eu des premières communes classées à risque sur le département d'Ille-et-Vilaine avec un arrêté de 1980 qui classait à risque déjà 56 communes d'Ille-et-Vilaine et que ce classement avait été conduit sur le département du Morbihan sur 35 communes dans début des années 2000. Donc on a du préexistant en termes de mesures, on a aussi des dispositifs sur site qui existent mais qui sont vraiment que centrés sur le massif Brocéliande-Pimpon. Et donc l'enjeu de ce renouvellement du document en 2020 était de faire un guide pour réorienter l'action collective en actualisant toutes nos données et en essayant d'embarquer un monde plus large que les seuls forestiers, d'embarquer aussi les gestionnaires de landes et la demande d'intégrer le monde agricole est arrivée plus tardivement. En 2019, on a eu les premiers grands feux agricoles de chaume qui ont émergé dans les plaines d'Ille-et-Vilaine, on va dire. Donc voilà, le lancement, l'historique et la volonté de tout le collectif associé d'avoir une harmonisation régionale pour une mise en œuvre efficace des actions à l'échelle départementale, qui est l'échelle le niveau décisionnel, mais avec l'objectif d'harmoniser, de mutualiser et de faire des gains aussi en temps à passer en menant sur nos territoires toujours peu boisés un maximum de démarches au niveau régional. Avec toujours l'ambition, comme en 93 et 2010, de pouvoir, avec cette stratégie régionale interdépartementale, mobiliser des moyens humains, financiers, et d'être éligible au système DEP, que ce soit européen ou bien nationaux, en fonction de leur émergence. Voilà sur le préambule, sachant que je vais vous parler un peu plus tard de tout le calendrier sur lequel s'est déroulé ce document, initié en mars 2021 et conclu par une validation 3 ans plus tard, au printemps 2024. Donc la gouvernance en fait de tout notre dispositif de prévention des incendies, elle articule à la fois des instances régionales, des instances départementales et des instances locales. On a en plus la particularité de la préfecture de région Bretagne, qui est la préfecture de la zone, donc l'échelon ministère de l'Intérieur,
est chargé de la protection civile, qui est l'échelon zonal, qui regroupe 4 régions, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire. Et notre préfet de Bretagne est le préfet de zone, avec l'état-major de zone basé à Rennes. Donc on a aussi cet atout d'une proximité du délégué de la zone. On a associé les services DRAF, DREAL, en plus des DDTM, et on a aussi informé rapidement la commission régionale de la forêt et du bois, qui reste notre instance régionale, filière forêt-bois, dédiée à tous nos sujets forêt-bois. Et on a créé une instance qui est le comité technique du plan interdépartemental de protection des forêts et landes contre l'incendie, qui est vraiment la seule instance créée pour ce projet-là et qui a été créée dès mars 2021. Je vais vous en présenter la composition tout à l'heure. Au niveau départemental, on a les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sous l'autorité du préfet de département, avec des sous-commissions feux de forêt qui peuvent y être créées. Elles n'existaient que dans un département en 2021, mais qui n'était plus actif. Donc en fait, tout ça a dû, on va dire, revivre ou être créé. Et puis, il y a des instances locales, notamment lorsqu'on va vous parler de la déclinaison à l'échelle intercommunale sur les massifs prioritaires identifiés, et on va y revenir. La composition du comité technique, donc comité technique dit que ce sont plutôt des personnels techniques que l'on réunit, toute la partie élue et on va dire autorité plus décisionnelle, pour nous, c'est au sein de la CRFB ou bien de la CCDSA au niveau départemental. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce comité qui est là pour être en lien avec ces autres instances. Il est composé des services de l'État au niveau régional ou départemental, sachant qu'on a veillé pour les DDTM à ce qu'on y ait à la fois les compétences forêt et les compétences risques. Les préfectures avec leur service interministériel de défense et de protection civile, le conseil régional qui copilote avec nous toute la politique forestière au niveau régional, les conseils départementaux dans leurs composantes techniques et notamment les services en charge des espaces naturels sensibles, donc gestionnaires de forêt et de landes, les SDIS, et là on y avait les référents feux de forêt des SDIS, Météo France, IGN, Office national des forêts, avant même que la MIG, la mission d'intérêt général confiée à l'ONF, n'existe en Bretagne, elle n'existe que depuis 2023. Donc c'était bien l'échelon gestionnaire. Le CRPF et sa délégation Bretagne, avec donc nos collègues en charge notamment des documents de gestion durable. L'Office français de la biodiversité, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sa délégation Bretagne, Chambre d'agriculture, notamment notre interlocuteur forêt et agroforesterie, l'interprofession Fibois Bretagne, les représentants des experts forestiers en Bretagne, les propriétaires forestiers privés avec Fransilva, l'Agence bretonne de la biodiversité, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui est une instance plus sur la partie mise à disposition des connaissances, les parcs naturels régionaux et France Nature Environnement, représentant les associations environnement. Donc ça, dès 2021. On ne cite pas les communes forestières, puisque nous, on n'a pas de fédération régionale de communes forestières en fait en Bretagne, et on a eu l'émergence d'une association départementale récente en fait. Donc c'est un nouvel acteur. Le calendrier entre 2021 et 2024, en fait en 2020, on a annoncé en novembre 2020 qu'on allait lancer la mise à jour de notre plan régional préexistant, avec l'arrivée d'une stagiaire en mars pour 6 mois. Et donc, c'est une personne qui a renforcé le pôle forêt-bois, qui est tout petit. Hein. Au départ, on n'était que 3 personnes, avec des missions régionales et départementales. Et puis, le comité technique, on l'a réuni donc de mars à septembre, la durée du stage de 6 mois, avec à l'époque que des échanges en visioconférence pour mobiliser au mieux nos acteurs départementaux,
dans les préfectures et les SDIS notamment. Et puis, on a échangé sur la méthode, sur l'élaboration du diagnostic et de la cartographie régionale du risque de feux de forêt et de landes. Et puis, on a ébauché un premier projet de plan d'action. Et ce document qui a été présenté au comité technique début septembre 2021 fait l'objet d'une première restitution en commission régionale forêt-bois en novembre 2021, a commencé à être présenté aussi dans les instances départementales au printemps 2022, lorsqu'elles étaient actives, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et au printemps 2022, on a obtenu aussi la validation interpréfectorale, interdépartementale des 4 préfets que le document ne serait pas qu'une initiative draft, mais bien un document soutenu par les 4 préfectures dans sa dimension interdépartementale. Et cette validation-là, qui est arrivée 1 an après son démarrage, a été fondamentale pour la suite. Sachant que la suite, elle a vécu le clash des feux de l'été 2022 qui nous a fait remettre en question toute notre cartographie du risque. Et on a dû revoir notre méthode de cartographie du risque. Donc ça, c'est le premier gros événement, remise en question, et avec aussi le fait qu'on a intégré, à partir de l'automne 2023, tous les retours d'expérience de l'été 2022 et les incendies aussi, la prise en compte de tous les incendies de 2022, sachant que en fait, on a un territoire comme le sommet des Monts d'Arrée dans le Finistère, dont les grands incendies, le cycle, il est plutôt de 20 ans, et non pas tous les ans comme dans le sud-est de la France. Il est plutôt du rythme de 20 ans, alors que sur Brocéliande-Pimpon, on est plutôt sur un rythme de 8-9 ans, voire 10 ans de récurrence des incendies. D'où une vraie question sur la prise en compte de temps de l'historique de nos feux. On l'avait pris que sur une échelle de 15 ans, et on a décidé, notamment en termes de méthode, de les prendre depuis 1976. On les a pris sur une échelle de 35 ans de temps pour vraiment embarquer tout notre historique de feu. Donc en termes méthodologiques, on voit que ce ne sont pas des données de la base de données nationale, c'est vraiment des données qu'on a recueillies au niveau local avec nos propres méthodes locales. Et ensuite, on a donc déroulé notre comité technique toujours plutôt en visioconférence, mais dès le printemps 2022, dès le printemps 2023, on a fait 6 groupes de travail thématiques en présentiel. Ça a été important pour la phase de finalisation du plan d'action. Donc c'est là qu'on a vraiment mis à contribution tout le monde sur le fait de faire un plan d'action qui répondait à leurs besoins et qui intégrait bien, on va dire, des nouveaux éléments issus du retour d'expérience. Au printemps 2023, on a réenclenché notre validation par les instances zonales, régionales et départementales, et sachant qu'un projet de loi était en préparation, et globalement, il était prêt, le document, avant la parution de la loi de 2023, mais la loi de 2023 nous a permis d'officialiser le fait que le plan interdépartemental devait être interdépartemental et non pas régional, et qu'en plus, il devenait obligatoire en Bretagne, compte tenu de la préexistence de communes classées à risque et de près de 90 communes classées à risque sur 2 des 4 départements. Donc ça, c'est un changement aussi en termes, la loi a influencé le portage, on va dire, par les autorités préfectorales du document et de son caractère obligatoire. Et globalement, quand la loi est parue, en fait, on avait déjà fait le travail depuis 2 ans et on a obtenu l'avis favorable de nos instances successivement au cours de l'automne et la validation formelle avec signature de nos 4 préfets en mars 2024. Et on était, on va dire, prêt là, à ce moment-là, à passer à la mise en œuvre opérationnelle avec, là je vous ai remis, la mise en œuvre, ça implique des instances au niveau régional, les 3 premières lignes, des instances au niveau départemental et des instances au niveau local avec nos comités de massif. Et avec chaque fois, on va le voir dans le plan d'action, certaines actions qui sont de niveau régional et qui vont être pilotées plutôt par la DRAF, des actions de niveau départemental qui vont être plutôt pilotées
par la préfecture ou les DDTM et des actions locales dès qu'on va avoir l'émergence des premiers plans de massif. Alors voilà à quoi ça ressemble sur la Bretagne avec voilà une cartographie qui, le vert c'est globalement pas de mesures spécifiques. Le jaune, il est intéressant de commencer à réfléchir à un classement des communes. Et le orange, c'est un risque fort, où là, ce sont les communes à classer en priorité au titre de l'article L132.1 du Code forestier. Et c'est ce qui va constituer notre priorité des massifs classés à risque, sachant qu'au-delà de communes isolées ou qui sont regroupées par 3-4, on a identifié 7 territoires prioritaires, avec un territoire particulier, les petits ronds rouges, qui sont des landes littorales qui ont une même problématique, mais qui ne seront pas pilotées en global, mais qui ont vraiment un partage d'expérience à faire. On a vraiment 6 massifs centrés sur de la forêt et de la lande, et où on a à enclencher une démarche collective avec un portage par les territoires concernés. Et c'est l'étape importante dans laquelle on se situe aujourd'hui et qui a démarré en 2024. Donc voilà, quand on parle de massifs à risque, volontairement, ils sont mis avec des tiretés imprécis, parce que pour nous, ce sont bien les acteurs locaux qui vont en confirmer le périmètre exact, et c'est ceux qui pilotent avec leurs acteurs en local qui vont en faire, on va dire, le détourage précis au moment de dialogue installé au niveau local. Et on a notre massif 4, qui est notre massif historique Brocéliande-Pimpon, qui est celui qui était le seul identifié dans notre précédent plan régional élaboré en 2010 avec un plan d'action dédié. Là, notre plan d'action va être organisé en 4 parties et 15 actions, dont une va parler justement de ce qui se passe à l'échelle de ces 6 voire 7 massifs. Donc notre plan interdépartemental, il est axé avec 4 grandes orientations, tout ce qui relève de la gouvernance, de comment travaillons-nous ensemble, comment communiquer, acculturer on va dire les citoyens, les élus et puis les professionnels de tout ordre, y compris les professionnels du tourisme et pas les professionnels gestionnaires de landes et les professionnels de la forêt. Mais globalement, notre constat, c'est depuis 1976, nos professionnels de la forêt sont déjà en Bretagne très sensibilisés au risque incendie et ont déjà des mesures qu'ils mettent en œuvre naturellement. Donc l'enjeu était plus aujourd'hui sur les autres acteurs à acculturer. Il y a tout ce qui relève de la réglementation et de la surveillance, c'est notre 3e axe, avec là un rôle majeur des services de l'État. Et puis la partie équipement et animation à l'échelle des massifs des secteurs à équiper en priorité. Donc 4 axes, 15 actions, 16 mesures déclinées dans chacun des 4 axes, un pilote par action, une déclinaison territoriale qui est menée sous l'impulsion des préfets de département et des élus locaux, et notre animation portée par Carole au niveau interdépartemental, qui est là pour être en accompagnement, en partage, en mutualisation, en vigilance aussi sur le fait que chacun parte pas dans son coin dans l'urgence, mais bien ait conscience qu'on a des engagements de travail interdépartemental sur certains massifs et une montée en compétences globale avec voilà une mise en ligne aussi, un partage de ce document sur notre site internet. Et donc nos 4 axes, des actions, vous voyez par exemple tout ce qui va être partage de la connaissance en matière d'incendie, c'est une action phare et avec le renseignement de la base de données nationale par les services départementaux d'incendie et de secours et avec une validation de ces bases par les services de l'État. Autre exemple sur la communication, voilà, on a bien identifié 4 types de publics, les citoyens, les acteurs de la sécurité civile avec le rôle important des maires, et puis les réseaux professionnels, forêts et gestionnaires d'espaces naturels. La réglementation, on va en reparler, et puis notre engagement d'animer des plans de massifs, de développer de l'action collective sur la gestion des risques
mais aussi un enjeu particulier pour nous sur le foncier en forêt et dans les Landes, puisqu'on est quand même sur un territoire en Bretagne où 92% de la forêt est privée. Et puis, notre dernier chantier serait la partie guide de sylviculture préventive, où on sent encore aujourd'hui qu'on n'est pas tout à fait prêt, que c'est quelque chose qui va arriver après. Avec un tableau de bord que tout le monde a aussi en accès, priorisant chaque action, la planifiant aussi dans le temps et avec son pilote. Et c'est ça comment Carole suit aujourd'hui. Et voilà. Et je vais pas voilà, déflorer la suite que vous fera Carole. Ça, en fait, ce sera l'étape suivante. Voilà. Donc le premier débat peut-être avec des questions que va peut-être reformuler nos collègues en Grand Est pour me dire quels sont les Alors, types de questions. on n'en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y a quelqu'un qui nous demande si le comité, donc je pense que c'est le comité technique, en fait, ce comité, c'est la sous-commission départementale feux de forêt qui découle de la CDSA au niveau régional. Alors non, parce que, alors je vais vous le remettre, je reviens en arrière. Notre comité technique, il est créé de toutes pièces. Ça veut dire que lui n'est prévu par aucun texte réglementaire. La CCDSA, c'est plutôt l'équivalent de la CRFB, si on voulait faire le parallèle, sachant qu'ils n'ont pas du tout le même objectif. Notre commission régionale forêt-bois, c'est que l'enjeu politique forêt-bois. Notre comité technique, c'est que l'enjeu risque incendie dans les forêts et landes et prévention du risque. On n'est jamais sur la lutte, par exemple. On ne parle pas du tout de la lutte contre les feux. Et la commission consultative départementale de sécurité et accessibilité, c'est très cadré par un texte de 1995, je crois, et y compris sur sa sous-commission feux de forêt. Et ça, c'est dédié à tout ce qui est sécurité, dont un axe est la sécurité en lien avec le risque incendie. Globalement, dans les acteurs de la forêt et du bois ne sont présents que dans la sous-commission feux de forêt. En fait, tout ça est complémentaire et n'est pas redondant. En fait, chacun a un rôle différent. Nous, on est vraiment avec le comité technique sur la mise en œuvre du plan interdépartemental. La CCDSA, elle a un avis consultatif sur la mise en œuvre réglementaire. Après, on avait, alors ce n'était pas une question, c'était une remarque, mais je pense que ça peut appeler réponse tout de même. Concernant les ETF, comment les ETF sont associés aux travaux? Alors, pour nous, les ETF sont dans l'interprofession. Et donc, à l'étape prévention, on a plutôt privilégié la partie gestionnaire que la partie acteur professionnel. Ça veut dire ils sont acteurs et certaines étapes de mise en œuvre réglementaire vont les associer. Ils ont pu être associés via FIBOA à la relecture de nos arrêtés temporaires, nos modèles d'arrêtés temporaires de restriction des accès en forêt en période à risque, par exemple. Mais globalement, ils ne sont pas membres de ce comité technique qui est vraiment centré sur forêt dialoguant avec les pompiers, forestiers et gestionnaires de landes dialoguant avec les pompiers. Voilà. Ça a été un choix à un moment d'être un peu plus restrictif et de n'avoir que des grands représentants régionaux dans cette instance régionale, FIBOA étant celui qui fédère, comme France Nature Environnement va fédérer toutes les associations environnementales, départementales, locales. Il a vocation à être leur porte-parole. Voilà. Et globalement, ça fonctionne bien. Voilà. C'est un choix. Donc après, je pense que c'est Et, deux questions. et il siège en Comment CRFB. Voilà. Tous les autres acteurs dans le détail siègent en CRFB. Ça veut dire qu'ils ont l'information, mais dans une étape plus sur quand on les soumet les documents pour avis et non pas dans la phase élaboration. Voilà.
comment s'est passée la validation de vos massifs? Et Alors, ensuite, ouais, si j'ai bien compris, il y a une instance locale avec association des communes? Point alors, d'interrogation. ouais. Donc, la partie validation de la cartographie et des grands massifs, ça, c'est l'étape qu'on a faite dans le diagnostic. Ça veut dire que c'est à l'issue de la cartographie des communes à risque. Nous, on a fait une approche communale, hein, avec une couleur par commune. Ça a été un choix méthodo au regard des données dont on disposait et de la possibilité de les mobiliser efficacement. En fait, on a regardé où étaient les grands feux et on va dire, notre approche massive a été où sont les grandes dynamiques intercommunales devant faire l'objet d'instances dédiées. Ça veut dire pour nous, quand il n'y a qu'une commune ou deux communes concernées, on ne va pas en faire un comité de massif, on va considérer que ça se gère à l'échelle communale ou même d'une communauté de communes en tant que telle. On n'a pas besoin de les rassembler, ils existent déjà, ces territoires, avec leurs instances. Par contre, notre enjeu était de se dire, bah là, par exemple, le territoire numéro 4, c'est 5 communautés de communes sur 2 départements et 2 pays. Donc ça, est-ce qu'il existe une instance qui peut les rassembler? Et sinon, qui peut prendre le leadership parmi eux? Ici, sur le territoire 5, pareil, on a toujours la situation d'une forêt aux confins des territoires administratifs. On a même 6 EPCI, 6 communautés de communes sur 2 départements. Et là, ici, là, pareil, on a 3 communautés de communes et on n'a pas de PNR. On a un PNR, mais il est à cheval sur les deux et il n'est que partiel, il est ici. Et là, par contre, on a eu une opportunité, et Carole va y revenir, on a un parc naturel régional qui couvre les deux massifs. Donc en fait, tout ça va être... nous, on a identifié les grandes dynamiques territoriales là où elles doivent être animées. Et après, ce sont vraiment, Carole va vous en parler toujours, de comment on fait émerger justement, comment on a fait émerger et continue de faire émerger des porteurs de projets à ces échelles-là. Tout n'est pas encore, enfin certains territoires restent en cours et voilà. Donc en tous les cas, et on mêle toujours. Chez nous, on n'a pas de grands massifs avec que de la forêt domaniale, par exemple. Donc on n'a pas non plus un opérateur ONF qui est légitime sur chacun de ces territoires, par exemple. Voilà. Et donc, on a bien des collectivités qui doivent prendre le leadership à un moment à nos côtés. Donc on a une question, enfin, je pense que c'est plus une demande de confirmation de quelqu'un qui nous dit la CCDSA est essentiellement axée autour des ERP et compagnie, sauf erreur. Est-ce que tu peux confirmer? Alors, la CCDSA doit être consultée. Le Code forestier prévoit sa consultation sur la cartographie des collectivités, sur la proposition des collectivités à classer au titre ministériel. Ça veut dire c'est une instance consultative sur cette réglementation des communes à risque, mais aussi sur les arrêtés de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Ça veut dire que le code forestier lui confie des missions quand même, hein. Ce n'est pas que sur la partie ERP et sécurité autour c'est 90% de son activité est centrée là-dessus. Et la nouveauté, c'est d'y créer la sous-commission feu de forêt qui va créer un sous-ensemble dédié à la question du risque incendie. Et c'est ça que nous, on a dû réactiver à partir de 2021-2022. Réactiver dans le Morbihan et on crée, et voilà, je déflore déjà le sujet de Carole, aujourd'hui on a 4 CCDSA et 4 sous-commissions feux de forêt actives dans nos 4 départements. Et ce n'était pas le cas en 2021. Et elles sont mobilisées 1 à 2 fois par an sur le sujet feux de forêt, comme notre comité technique. Très bien. Alors, on a une question on n'a pas oublié la question de la DDT 88.
Mais c'est une question pour Isabelle, donc on la posera plus tard. Oui, ouais. On va laisser la parole à Carole. Oui, je vais arrêter le partage et elle va le faire de son côté, ce sera plus pratique pour elle. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, mais il faut que tu l'affiches plein Oui. écran. Ouais. Oui, oui. C'est bon pour vous? C'est bon. Voilà. Donc, du coup, Christelle a déjà évoqué certaines des actions. L'idée pour moi, là, c'est de vous illustrer un petit peu concrètement comment les actions du pays PFCI sont mises en œuvre sur les territoires. C'est vraiment pour vous donner à voir ce qui peut être fait en application de ce pays PFCI. Donc, on a ce fameux comité technique qui a été mis en place pour élaborer le pays PFCI, mais qui continue à vivre dans la mise en œuvre du pays PFCI. Donc, on le réunit 2 fois par an. En général, une fois, en début d'année, là au printemps, pour faire le bilan des actions de l'année passée, savoir où on en est, faire des petites piqûres de rappel sur les actions à mettre en œuvre par rapport à l'échéancier qu'on a déterminé et qu'on a validé collectivement. Et on fait également une deuxième réunion, souvent à l'issue de la saison de feu, pour faire vraiment un zoom sur les incendies qu'on a eus tant au printemps que pendant la saison estivale. Cette seconde réunion, on l'a fait pour la première fois l'année dernière, étant donné qu'on avait eu pas mal d'activités en termes d'incendie l'été dernier. Comme disait Christelle, on a réanimé ou créé des sous-commissions feux de forêt au sein des CCDSA. C'était une des actions du pays PFCI et c'est un échelon nécessaire pour pouvoir évoquer le risque incendie sur les territoires et surtout mettre en œuvre tant de la réglementation que d'autres actions de communication. Également, ce qu'a évoqué Christelle, une action du pays PFCI dans le cadre de cette première orientation dédiée à la gouvernance et à la prévention des incendies, à la gestion de crise, c'est vraiment d'améliorer la connaissance des incendies. Et ça se fait par le biais du renseignement de la BEDIF, la base de données sur les incendies de forêt en France. Donc, elle est, on va dire, plutôt bien complétée depuis, on va dire, 2022-2021 en Bretagne. On a complété les feux historiques, mais ça restait beaucoup plus anecdotique. Là, on commence à avoir une bonne visibilité. Les SDIS, dans chaque département, créent les fiches à chaque fois qu'ils sortent en intervention, en remplissant tout un tas d'informations, tant sur les surfaces brûlées que ce qui a brûlé, le lieu du départ de feu. Enfin, il y a vraiment une mine d'informations dans cette base de données. Là, je vous ai mis en exemple l'export, un extrait de la BEDIF sur la campagne 2025. Donc, en Bretagne, on a 710 hectares qui ont brûlé. L'année dernière, on était à 90 hectares. Donc, vous voyez, il y a une variabilité chaque année, dont 23% de forêt, 16% d'espaces naturels et la grande majorité des espaces qui brûlent en Bretagne, ce sont des espaces agricoles. Donc, voilà, ça vous donne à voir un petit peu. L'Ille-et-Vilaine, c'est le département où on a eu le plus de départs de feu dans la région. Sur la deuxième orientation du pays PFCI, qui concerne un petit peu toutes les actions de communication et de sensibilisation, il y a pas mal d'actions qui ont déjà été mises en œuvre, notamment des actions d'information et de sensibilisation à l'attention des élus, mais également des propriétaires privés. Donc, ça peut être des propriétaires d'établissements recevant du public, mais également les privés avec leurs habitations, des professionnels et des entrepreneurs forestiers. Donc, ça s'est fait de différentes manières. Ça peut être des webinaires, ça peut être des réunions publiques, ça peut être des réunions vraiment à destination uniquement des élus, souvent portées par l'État, accompagnées par le SDIS et l'AMIG ONF. On a certains élus qui ont décidé sur leur commune de communiquer, notamment sur les OLD. Les OLD, c'est un bloc important en termes de sensibilisation et de communication parce qu'on sait que c'est une réglementation qui peut être mal perçue, mais c'est une réglementation qui est nécessaire et très protectrice. On a également une action du pays PFCI qui est portée par Fibois Bretagne, l'interprofession,
et qui a mis en place un système où, dès lors qu'on prend des arrêtés temporaires de restriction des activités en période de risque incendie, la période estivale, ils mettent en ligne tous les arrêtés et ils ont un système d'information via SMS qui permet de tenir informés tant les propriétaires forestiers que les entreprises de travaux forestiers. Donc, c'est très intéressant. On organise également des journées d'échange technique et de formation. Donc là, je vous ai mis en exemple l'exercice interdépartemental de feu. Donc, un exercice similaire est organisé chaque année dans chaque département. Il est piloté par les SDIS. Donc, en 2025, c'est le SDIS d'Ille-et-Vilaine qui a organisé cet exercice sur le massif de Brocéliande. C'était une mobilisation très importante autour de cet exercice, puisqu'on a eu environ 200 pompiers des 4 départements qui ont été rassemblés sur ce territoire. Là, vous avez la carte un petit peu du scénario qu'ils avaient envisagé, avec un départ de feu sur la partie droite et qui s'étendait vers l'ouest du massif. Des renforts aériens, notamment du sud de la France, et 30 partenaires. Et quand on parle des partenaires, on parle notamment sur ce territoire de la réserve intercommunale de sécurité civile qui réunit 8 communes, au sein desquelles on retrouve les agriculteurs locaux qui mettent à disposition leurs équipements, notamment les tonnes à eau, pour alimenter les services de lutte en eau. Donc, c'est eux qui organisent les NORIA. On a les casquettes rouges, c'est un regroupement d'une soixantaine de bénévoles qui sont des habitants du territoire, hein, qui sont formés pour orienter les secours en période de lutte, mais également pour, en période sensible, informer les visiteurs sur le risque incendie, sensibiliser un petit peu les randonneurs dans le secteur. Et également, en période de lutte, ils peuvent être amenés à un petit peu fermer les accès au public. Ils sont là vraiment en soutien des services de lutte. Et enfin, on a une couverture médiatique importante. Au départ, c'est un exercice qui est fait uniquement pour les pompiers, pour s'organiser, pour apprendre à travailler ensemble, pour apprendre également à travailler avec l'ONF, avec l'AMIG ONF, qui est un grand soutien en cette période de lutte, puisqu'ils connaissent le terrain, ils connaissent la végétation à risque, donc ils savent renseigner les pompiers sur le risque qui peut survenir en cas de déplacement du feu. Et donc, cet exercice, quand il a une bonne couverture médiatique, ça permet également de communiquer plus largement sur le risque incendie. Là, je vous ai mis quelques illustrations. On voit que lors de ces exercices, les SDIS sortent, on va dire, la grosse artillerie. On a tous les CCF qui sont sortis, des postes de commandement qui sont mis en place. On a l'année dernière le préfet de région, donc le préfet de zone s'est déplacé sur site pour voir un petit peu toutes ces manœuvres. Et on a pu voir également des hélicoptères bombardiers d'eau, des Dash et les moyens aériens en action, des moyens aériens qui venaient notamment du sud de la France. Sur le troisième bloc dédié à la réglementation et à la surveillance des pratiques à risque, les actions qui ont été mises en œuvre, notamment, c'est que les départements ont fait remonter les communes qu'ils souhaitaient classer à risque au niveau ministériel. Les dernières remontées ont été intégrées dans l'arrêté ministériel de 2025. A priori, à ce stade, on serait plutôt sur un statu quo, c'est-à-dire qu'on va se laisser le temps de travailler sur ces communes à risque et on envisagera peut-être ultérieurement, dans quelques années, des nouveaux classements. Mais pour le moment, l'idée est vraiment de bosser sur les communes qui sont actuellement classées à risque. En termes de réglementation, le fait de parler risque incendie a permis des actualisations, notamment l'actualisation des arrêtés usage du feu. Comme disait Christelle, il y a également des modèles d'arrêtés temporaires de restriction des activités qui ont été créés en période pour être réactifs en période de risque. C'est à l'occasion, comment dire, de cette période à risque que des arrêtés peuvent être pris. Et voilà, donc on a des modèles. Excusez-moi, je perds le fil. Et enfin, une étape importante suite au classement de nos communes, c'est que des arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ont été pris ou sont en cours d'élaboration. Donc, les obligations légales de débroussaillement, on sait que c'est un vrai sujet. C'est des vraies implications pour les territoires, pour les professionnels, pour les habitants.
Et c'est quelque chose sur lequel nous, en Bretagne, on souhaite aller progressivement. Pour vous donner un petit peu une idée, là, je vous ai mis une frise temporelle de comment on évolue sur ce sujet. Vous voyez, par exemple, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, les travaux sur l'arrêté préfectoral OLD ont débuté à l'hiver 2023. Et donc, ils ont travaillé de concert, étant donné qu'ils étaient concernés par le massif à risque de Brocéliande qui est interdépartemental. Donc, c'était intéressant d'avoir des arrêtés préfectoraux plutôt cohérents et harmonieux sur les différents points de réglementation. Et les arrêtés sont sortis environ 2 ans après, en janvier 2025 pour l'Ille-et-Vilaine et en juin 2025 pour le Morbihan. Donc, il y a eu 2 ans à peu près de concertation avec les gestionnaires de linéaires, les associations de protection de l'environnement. Il y a eu différentes instances, structures qui ont été consultées pour élaborer ces arrêtés préfectoraux. Pour les 2 départements, le Finistère et les Côtes-d'Armor, ils ont entamé les travaux cette année. Comme ils bénéficient du travail de l'Ille-et-Vilaine et de Morbihan, on envisage une prise d'arrêté un peu plus rapide, sous une année globalement. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que quand même, dès que les arrêtés préfectoraux sont pris, on a bien conscience qu'il est nécessaire d'avoir une grosse phase de communication et de sensibilisation sur la mise en œuvre de ces obligations légales de débroussaillement. Les arrêtés sont des fois très détaillés et du coup, ça nécessite de beaucoup se les approprier pour bien les comprendre. Et la communication et la sensibilisation est vraiment nécessaire. Et c'est le discours qu'on tient sur les territoires, c'est que l'arrêté, il est sorti, mais il faut se laisser le temps de mettre tranquillement en œuvre les OLD. On ne pourra pas mettre en œuvre les OLD du jour au lendemain, ça c'est sûr. Il faut se laisser le temps. Et quand on évoque de se laisser le temps, ça veut dire dans un premier temps identifier les secteurs où les OLD doivent être mis en œuvre concrètement à l'échelle de chaque commune, par exemple. Et puis après, s'organiser sur un planning de mise en œuvre effective des travaux qui peut s'échelonner sur plusieurs années. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on est en Bretagne pour avancer progressivement sur ce sujet. En termes dans ce 3e bloc, réglementation et surveillance, donc on a nos patrouilles de la MIG-ONF DFCI qui sont effectives depuis 2023 en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan et depuis 2024 dans le Finistère. Donc on a vraiment des personnels sur place qui sont là tant pour sensibiliser les visiteurs, enfin les randonneurs qu'ils peuvent rencontrer lors de leur patrouille, que intervenir sur les feux naissants, puisqu'ils sont équipés de véhicules avec une citerne à eau de 600 litres pour être en premier intervenant. Le sujet que je voulais vous illustrer aujourd'hui, par exemple, dans le Finistère, on a le SDIS du Finistère, donc qui s'est équipé de caméras pour réaliser de la télésurveillance. Et on se rend compte que c'est plutôt efficace puisqu'ils sont identifiés 9 points hauts sur le territoire. Ils couvrent une grosse partie du département, notamment les grosses zones à risque sur les monts d'Arrée et puis sur la côte sud. Et sur le bilan 2025, on constate qu'il y a eu 42 télédétections qui ont nécessité la sortie de moyens de lutte. Et 24 de ces télédétections ont été déclenchées avant même qu'on soit informé par un coup de fil, par une alerte humaine. Et 9 sans alerte humaine. Donc, ces télésurveillances est plutôt efficace. Alors, ça marche avec une intelligence artificielle qu'il faut éduquer à reconnaître les incendies, mais au fur et à mesure, ça se fait plutôt bien et c'est plutôt efficace. Enfin, sur le dernier bloc, sur la dernière orientation de notre PIPFCI qui concerne l'animation et l'équipement des secteurs à risque, on avait une des actions qui concernait l'élaboration d'un guide régional des équipements DFCI. Donc ça, c'est une action qu'on a réussi à finaliser en partenariat avec les SDIS, bien évidemment, puisque c'est eux qui empruntent notamment les pistes et qui utilisent les points d'eau dans le cadre de la lutte, mais également avec les collègues de l'ONF, du CNPF et des DDT et au niveau départemental. Donc, c'est un guide qui cadre un petit peu les équipements DFCI que l'on souhaite pouvoir mettre en œuvre sur nos territoires. Par exemple, on a des catégories de pistes DFCI. On identifie également les différents points d'eau que l'on souhaite mettre en place, les barrières. On essaye de cadrer un petit peu tout ça. Et le second objectif est également d'harmoniser les cartographies des équipements DFCI de façon à ce qu'au niveau de la région, on utilise la même symbolique
pour cartographier une piste de catégorie 1 ou un point d'eau poteau incendie ou un point d'eau naturel avec aire d'alimentation, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment à terme d'harmoniser la cartographie des équipements DFCI. Christelle, vous évoquez les plans de massifs. Donc, 7 territoires identifiés à enjeu en Bretagne. À l'heure actuelle, on peut se féliciter au terme de 2 ans de ce pays PFCI d'avoir lancé 5 plans de massifs sur notre territoire. Donc, comme vous pouvez le voir, ces plans de massifs sont portés par des structures locales. C'est important parce que ça permet d'associer beaucoup mieux les acteurs locaux de tous les niveaux. Et c'est dans ces plans de massifs qu'on va décider tant d'actions de communication à l'échelle du massif, mais aussi des équipements que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment dans ces plans de massif qu'on rentre dans le détail très, très concret de ce qu'on veut mettre en œuvre pour protéger nos massifs à risque. Donc, dans le Finistère, on a donc 2 plans de massifs qui sont portés par le Parc naturel régional armorique. Les travaux ont commencé en début d'année là, sur les monts d'Arrée et sont prévus en septembre 2026 sur la presqu'île de Crozon et Ménézôme. Et donc là, on a une chargée de mission qui a été, dont le poste a été créé au PNR et qui a été financé, subventionné par l'État. Dans le Morbihan, c'est le conseil départemental du Morbihan sur les Landes alréennes qui s'est porté candidat pour porter ce plan de massif. Eux, ils sont un petit peu plus en avance. Ils ont débuté leurs travaux à l'été dernier. Et ça avance plutôt bien. Là, ils sont en train de finaliser leur diagnostic de terrain. Donc, ils ont vraiment fait le tour de toutes les communes qu'ils avaient identifiées dans le périmètre de travail. Et donc là, ils ont finalisé l'état des lieux de l'existant en termes d'équipement DFCI. Et la phase à venir, du coup, c'est de vraiment retourner vers les acteurs du terrain et de discuter avec eux d'un potentiel plan d'action, tant sur les équipements à mettre en place que sur toutes les autres actions à organiser. Sur Brocéliande, c'est pareil. On a le syndicat mixte Destination Brocéliande qui va porter le plan de massif. Donc là, c'est tout récent puisque la subvention a été engagée vraiment en fin d'année dernière. Et l'idée, c'est de lancer les travaux après les élections locales. Brocéliande, sur Brocéliande, comme vous disiez Christelle, c'est un territoire qui administrativement n'était pas très simple étant donné qu'on est sur 2 départements, 2 pays et 5 EPCI différents. La structure qui était pertinente pour porter ce plan de massif émergeait pas naturellement. Et du coup, la DRAF a lancé une étude pendant, on va dire, 6 mois, une étude basée sur des entretiens avec les acteurs locaux pour voir un petit peu si une structure pouvait émerger naturellement de ce territoire. Et il se trouve que le syndicat mixte Destination Brocéliande, qui au départ est une structure plutôt à but touristique, avait déjà enclenché des travaux avec les forestiers, connaissait bien le monde forestier et finalement s'est trouvée plutôt pertinente pour porter ce territoire, tant dans les actions qu'ils ont déjà menées que sur le territoire qu'ils couvraient, puisque ce syndicat mixte couvre vraiment l'entièreté du massif de Brocéliande. Donc voilà, donc ils sont partis, on a hâte de voir les travaux se lancer. Et enfin, en Ille-et-Vilaine, sur Rennes-Liffré-Chevray-Corbière, là, c'est pareil, on a des difficultés à avoir une structure émergée. Donc là, la DDTM a décidé de lancer une étude un petit peu de préfiguration également pour voir si, au contact des acteurs locaux, il pouvait y avoir une structure à se démarquer pour porter ce plan de massif. Voilà, donc, et je crois que là, c'est la dernière diapo en termes d'animation et d'équipement. Donc là, on a, comme on disait, on cherche des structures, des collectivités pour porter les plans de massif, mais l'État ne laisse pas le bébé comme ça tout seul. Il reste en accompagnement tant financier que méthodologique et technique. Là, on voit que le PNR d'Armorique, la chargée de mission, elle élabore les plans de massif, mais elle a également une mission, elle, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui ont souhaité équiper leur massif d'une piste. Elle les a accompagnés, elle les a aidés dans la création du marché pour recruter des entreprises, dans la création du dossier de demande de subvention. Donc, on a ce genre de possibilités qui existent et qui sont vraiment en soutien des territoires. Et l'année dernière, on a également sorti un appel à projet régional dédié aux investissements DFCI, qui a eu plutôt un grand succès, puisque 19 dossiers ont pu être financés. Donc, une de nos conditions sine qua non, entre guillemets, pour obtenir un financement, c'est bien évidemment d'être dans des massifs classés à risque.
Et du coup, on a engagé près de 940 000 € de subventions pour des équipements DFCI. Donc, c'est des pistes DFCI essentiellement et des points d'eau. On avait quelques actions de réduction de la biomasse et des actions de communication également sur site. Et donc, sur ce type de projet, l'État subventionne à 80% les équipements qui peuvent être mis en place. Et vous avez sur la droite en illustration le diagramme un petit peu des porteurs de projets qui ont pu bénéficier de ces financements. Donc, on a une grande majorité de collectivités, donc les collectivités classées à risque, des propriétaires privés également. On retrouve nos camps militaires qui ont pu bénéficier de subventions. Et dans la catégorie autre, on retrouve les SDIS qui ont pu bénéficier de subventions pour s'acheter notamment du matériel de brûlage dirigé, du petit matériel de brûlage dirigé, ou encore des associations qui étaient en charge de l'entretien des milieux de débroussaillement. Là, vous avez un bilan très rapide. Alors, je n'ai pas pu mettre à jour sur le bilan 2025, mais c'est le bilan 2024. Donc, on voit qu'au terme d'une année de mise en œuvre, on a enclenché pas mal d'actions quand même. Il y en a qui ne sont pas du tout réalisées pour le moment. Alors, c'est aussi du fait de l'échelonnage des actions sur les 10 années de vie du PIPFCI. Mais on voit que globalement, on a des beaux résultats sur les aspects gouvernance et réglementation, où on a près d'un tiers des actions qui sont déjà réalisées. Et sur la partie animation et travaux, c'est là où on retrouve les plans massifs. Et il y a énormément d'actions qui découleront, qui seront réalisées dans le cadre de ces plans massifs. Donc, tant que ces derniers ne sont pas élaborés et finalisés, on est toujours sur des actions qui ne sont pas réalisées pour le moment. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Donc, on considère que c'est un résultat plutôt positif au terme d'une année de mise en œuvre. Et les autres avantages pour nous de ce PIPFCI, alors certes, c'est un plan d'action qui permet de programmer différents travaux et activités sur la dizaine d'années, mais en plus de ce plan d'action, c'est également un moyen de lancer une dynamique locale et de mettre en relation des acteurs qui ne se connaissent pas forcément au départ ou qui travaillent chacun en silo de leur côté. Et l'intérêt de ces plans et de ces stratégies, c'est que ça permet de mettre tout le monde autour de la table et de discuter, de réfléchir à un objectif commun. Et tout le travail que Christelle a fait quand elle a élaboré ce PIPFCI, moi, j'en bénéficie aujourd'hui parce que la dynamique est lancée. Et j'ai envie de dire, ma mission, c'est vraiment de faire en sorte que cette dynamique locale persiste, en fait, et que ça continue dans la même lancée pour continuer à mettre en œuvre des actions. Donc, le PIPFCI, certes, c'est des actions, c'est un plan d'action, mais c'est aussi un moyen de se faire parler entre différents acteurs qui n'ont pas forcément la facilité de se parler autrement. Voilà, j'en ai fini. Et là, je vous ai mis le lien. Vous aurez le lien si vous voulez télécharger le PIPFCI sur notre site internet pour voir un petit peu à quoi il ressemble et le détail des actions qu'on peut y retrouver. Voilà. Merci pour la présentation qui est très claire et qui permet de donner un éventail de tout ce sur quoi vous travaillez. Donc, on a eu quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, déjà une question sur, en fait, dans cette région, vous avez une part importante de forêt privée. De quelle façon la forêt privée est associée dans la phase opérationnelle de votre plan? Alors, ils seront associés, déjà les propriétaires privés seront associés si jamais ils veulent mettre en place des équipements. Certains des équipements qui les concernent auront probablement été identifiés comme pertinents et prioritaires dans le cadre du plan de massif. Donc, de toute façon, dans les plans de massif, ces propriétaires forestiers seront associés dans l'élaboration. On ne s'arrête pas qu'au niveau communal. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher également des acteurs clés concernés par le territoire. Il y a aussi de la mise en place de formation. Le CNPF, avec un renfort de quelques ETP, de quelques moyens humains. Nous, on a l'équivalent d'une personne à plein temps sur la Bretagne au CNPF pour accompagner les propriétaires dans la construction de leurs projets, en plus des maîtres d'œuvre, mais aussi dans l'élaboration et la mise à jour de leur plan simple de gestion, par exemple. Donc, ça veut dire ça, c'est de l'opérationnel avec cette personne qui arrive, qui a été recrutée en complément. Ça fait partie des investissements de l'État auprès de ces opérateurs, en plus de la mission d'intérêt général à ONF. Les propriétaires ont aussi signé une convention sur certains massifs avec l'ONF pour autoriser l'ONF à faire la surveillance et à entrer dans leurs propriétés pour faire leurs actions de surveillance. Donc là, c'est les premières actions qui transcendent la notion de propriété aussi,
mais dans le respect, on va dire, du souhait du propriétaire, s'il veut ou pas donner accès on va dire, à l'acteur ONF dans ce rôle de surveillance que lui confie l'État. Mais globalement, et après, nous, on est très présents dès que le syndicat Francilva nous sollicite pour intervenir dans les réunions qu'organise Francilva, dans les CTF, dans toutes les instances et réunions dont les propriétaires forestiers ont l'initiative et où l'on intervient à leur côté, en fait. C'est-à-dire qu'on les accompagne à toutes les échelles, y compris par notre présence humaine à leur côté. Voilà. Et ils sont membres de toutes les instances qu'on a citées, hein, que ce soit au niveau régional, départemental ou local. Forcément, ils ont une place autour de la table. Et certains massifs forestiers, comme Brocéliande, on a la chance d'avoir une association qui fédère les propriétaires aussi. On a une association des propriétaires du massif de Brocéliande. Et ça, c'est un atout fort parce que ça leur permet d'être très présents auprès des élus dans des réunions avec un même discours. C'est-à-dire chacun trouve le moyen de s'organiser justement au mieux. Certains d'entre eux souhaitent, par exemple, être aussi intégrés dans le réseau des casquettes rouges, ce qu'on appelle les casquettes rouges de la sécurité, des volontaires de sécurité au sein des équipes, des bénévoles communaux, par exemple. Donc, il y a tous les modes d'action et d'interaction possibles, selon la volonté de chacun. Je regarde les autres questions. Quelles actions sont menées pour le travail avec les gestionnaires d'espaces naturels? Alors là, pour le coup, on travaille avec, les gestionnaires d'espaces naturels en Bretagne sont vraiment rassemblés au sein d'un réseau qui est animé par l'Agence bretonne de la biodiversité. Et cette année, notamment, j'ai organisé un webinaire sur le risque incendie où on a expliqué ce qu'était la notion de risque incendie. Et on a également beaucoup parlé des OLD, puisque c'est une de leurs craintes, la mise en œuvre des OLD qui peut potentiellement être impactante pour les espaces naturels. Donc, par ce biais-là, on s'est rapproché des gestionnaires. Il y a une autre action du pays PFCI qui vise à élaborer un guide régional de gestion des landes dans un but DFCI. Donc, dans ce cadre-là, les gestionnaires d'espaces naturels seront associés pour voir comment faire au mieux pour gérer ces landes sans les dénaturer tout le temps les protégeant du feu. Et il y a également, on doit travailler également à un guide régional sur la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement pour lequel les gestionnaires d'espaces naturels seront également associés pour prendre en compte toute cette problématique biodiversité. Et il y a également une action du PBFCI qui concerne les travaux en espace naturel, où là, l'idée est de créer une fiche pour les alerter sur le risque incendie quand on fait des travaux en espace naturel. Ok. Et une autre question par rapport à votre appel à projet qui a été lancé, c'est quel dispositif d'aide pour ces projets? Est-ce que c'est sur du fonds vert? Alors non, c'est pas du fonds vert, c'est des fonds du ministère de l'Agriculture. Alors comme on est sous tutelle MTE, je sais jamais. En tout cas, c'est des fonds de l'État qui ont permis de financer ces équipements DFCI, mais ce n'est pas du fonds vert. Ouais. On essaie plutôt des fonds planification écologique ou des fonds crédits historiques dont bénéficiait le sud de la France. Mais là, Isabelle Bertrand pourra vous en parler mieux que moi. Ça évolue un peu tous les ans sur ce sujet, quel est le fonds visé. Mais le fonds vert n'est mobilisé globalement chez nous que pour les projets menés par des collectivités sur l'interface urbanisation, milieu sensible. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a financé avec le 1 million d'euros, c'est plutôt le cœur des massifs. Et le fonds vert, lui, est sur l'extérieur des massifs, la lisière extérieure des massifs. Il y a une question ensuite concernant les OLD. Est-ce que vous avez défini des modalités spécifiques pour la réalisation des OLD en Bretagne ou est-ce que vous avez repris les OLD du Sud? Non, c'est des spécifications. Chaque arrêté, quelque part, on a essayé de faire en sorte que les arrêtés soient harmonisés, comme je vous le disais, pour l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan avec leur massif commun, massif de Brocéliande.
Mais globalement, chaque arrêté a ses propres spécificités. Souvent, c'est des distances, des mises à distance qui peuvent être différentes d'un arrêté à l'autre. Donc, on n'a pas forcément repris ce qu'il y avait dans le sud. On s'en est inspiré, mais on a fait en sorte de vraiment l'adapter à la végétation bretonne et à nos spécificités à nous. Ça veut dire qu'en fait, la réglementation nous permet de moduler les distances au bord des linéaires, routiers notamment, et au bord des infrastructures linéaires. Par contre, là où on s'est heurté à une difficulté, c'est sur le caractère impératif des 50 mètres autour des infrastructures, donc les OLD ponctuels, autour des habitations. Et au début, on avait sorti un premier arrêté avant 2023, avant la loi de 2023, qui modulait des distances selon le côté risque moyen ou faible, où on était plutôt sur des distances de 10 à 30 mètres. Et on a dû revenir à la règle commune définie par nos collègues du Sud, qui est le 50 mètres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le reconnaître, ça reste aujourd'hui un élément de discussion dans la mise en œuvre. Et c'est là où nos collègues en DDTM font preuve de pragmatisme et disent on y va progressivement dans la mise en œuvre et notre objectif est d'à terme d'atteindre les 50 mètres. Mais déjà, quand quelqu'un a débuté la mise en œuvre d'une OLD sur 30 mètres, on considère que la première année, c'est déjà un super succès. Ça, c'est le pragmatisme non conforme à la réglementation. Mais qui fait preuve de il faut bien commencer par quelque chose. Et si on veut y arriver, il faut commencer. Il faut commencer. Et commencer, c'est de dire oui, cette année, déjà démarrer, mettez à distance tout ce que vous pouvez. Et ça, c'est le rôle pédagogique. C'est-à-dire les contrôles, là aujourd'hui, on n'en fait pas. On fait de l'accompagnement pédagogique. Le contrôle, ce sera dans 3 ou 5 ans. Les vrais contrôles avec sanction. Aujourd'hui, on est vraiment dans lancer la dynamique, créer des chantiers pilotes, encourager et montrer que c'est possible. Voilà. Montrer que c'est pas quelque chose qui est un mur infranchissable que de mettre en œuvre des OLD. Et globalement, on est assez confiant avec cette souplesse au démarrage pour aboutir à un bon résultat peut-être supérieur à ce que font nos collègues dans le Sud aujourd'hui, au bout de 30 ans. Ça, c'est notre humilité. Hein. Voilà. Eh bien, merci en tout cas pour votre intervention à toutes les deux. Isabelle, je pense que maintenant c'est bon pour toi. Est-ce que tu peux partager ton écran? Alors, par contre, on ne vous entend pas, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez là? Ça y est. Bon ah, super. Et est-ce que vous me voyez aussi peut-être? C'est pas très important, vous Alors, le direz. Mais... C'est bon, oui. On a votre visage et votre présentation et votre voix, c'est parfait. Je ne sais pas si c'est parfait, mais on va faire au mieux. Merci et désolée pour le petit cafouillage de début. En effet, j'avais pas forcément les bons contacts et les bons liens. Pour remettre un peu, alors merci beaucoup à la présentation de la Bretagne et vous allez voir qu'en fait, je vais redire beaucoup de choses qui vous ont déjà été présentées. Pour commencer, je vais peut-être remettre tout ça dans le contexte de la stratégie nationale qui a été rédigée et validée en juin 2025. Donc, vous avez été associés, hein, les territoires, à sa rédaction et je pense qu'il y a pas mal de monde autour de la table virtuelle aujourd'hui qui était présent dans les réunions qu'on a menées en zone. Et l'objectif donc de cette stratégie nationale, hein, qui était le premier article demandé par la loi de juillet 2023, c'était d'avoir un plan d'action national de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Donc on partait pas de rien, hein, puisqu'on avait déjà un document qui datait des années 90 qui avait été porté par le ministère de l'Intérieur avec une approche plutôt côté sécurité civile et en associant on va dire la filière forestière, mais peut-être de manière moins proche que ce qu'on a fait cette fois. Et donc là, la stratégie nationale, elle reprend deux des principes de la stratégie précédente, qui est l'anticipation.
ben, vous êtes en plein dedans, hein, puisque vous êtes un futur territoire du feu. Vous y êtes exposé, mais pour le moment de manière beaucoup moins intense que d'autres territoires. Et d'approche globale, l'exemple qui nous a été présenté par la Bretagne, on est bien dans cette logique-là, hein, d'approche globale, c'est-à-dire à la fois tous les partenaires de la société et toute la composante de la lutte contre les feux de forêt, c'est-à-dire la prévention, la préparation, la lutte et la restauration. Il y a deux principes qu'on a rajoutés qui sont le développement et le partage de connaissances. Donc on a bien vu hein, cette importance de il se passe des choses dans un territoire, il faut que les voisins soient au courant aussi pour éviter de réfléchir dans leur coin à la même chose et perdre du temps. Et puis, les collègues, par exemple, la sphère qui travaille sur la sécurité civile discute avec la sphère qui s'occupe de la forêt, discute avec la sphère qui s'occupe de gestion d'espaces naturels. On a très bien vu cet exemple précédemment. Et l'aspect résilience est important aussi parce qu'on voit bien que avec le changement climatique, on a un risque qui augmente. Alors, on a des moyens de lutte, mais on ne pourra pas déployer des moyens de lutte de manière non plus indéfinie. Donc, il faut aussi que nos territoires soient capables de s'auto-défendre, en quelque sorte. Et ça, c'est tout le rôle, notamment de la politique de prévention, que ce soit en aménagement du territoire ou en gestion des parties espaces naturels et forestiers. Et donc, les trois objectifs majeurs de cette stratégie, c'est d'abord d'éviter que les feux ne démarrent. Donc, par exemple, avec les restrictions d'usage en période à risque, par exemple, avec la politique d'éducation du grand public aux bons gestes en période à risque, par la gestion résiliente du territoire, hein, on en a parlé, les aspects gestion des espaces. Quand le feu est parti, éviter qu'il ne prenne une grande ampleur. Donc ça, c'est typiquement équiper les massifs pour permettre aux services de secours d'accéder et d'intervenir en moins de 10 minutes. C'est les patrouilles de première intervention forestière, par exemple. Et puis, limiter les conséquences, et ben, c'est quand, hélas, les feux échappent. Et il faut rappeler qu'en France, alors je ne sais plus le taux exact, mais je crois que c'est de l'ordre de 95% des feux sont arrêtés par nos collègues de la lutte avant de faire 1,5 hectare. Donc, en fait, la majorité des surfaces sont faites par quelques feux qui échappent, très souvent à cause des circonstances climatiques. Et donc voilà, donc quand ils échappent, à essayer d'en limiter au maximum les conséquences humaines, environnementales et économiques. Donc voilà, donc ça c'est pour l'ambiance globale. Alors, je ne vois plus, excusez-moi, hop, j'essaye de... Voilà. Cette stratégie, évidemment, elle doit être adaptée au territoire. On ne va pas avoir la même politique autour du bassin méditerranéen que dans vos territoires en Grand Est. Donc, pour rappel, hein, il y a trois zones identifiées, trois grandes zones identifiées en France. Il y a les territoires historiques du feu. Sur la carte de droite, là, sur la présentation, c'est les territoires en rouge. Les nouveaux territoires du feu, c'est si vous regardez la cartographie des feux de 2022 et ceux de 2025, vous verrez que les zones où il y a des feux de forêt, c'est les zones rouges et les zones bleues, beaucoup. Et puis, les futurs territoires du feu, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de feu, ça veut dire qu'ils sont moins récurrents ils atteignent moins facilement des grandes superficies. Alors, on a pu voir dans le Jura et dans les Vosges, notamment en 2022, quelques feux qui ont dépassé les centaines d'hectares. Hein. Donc là, c'était des événements marquants, hein, je ne les nie pas, ce n'est pas l'idée, mais on va dire que c'était des feux qui sont, pour le moment, qui restent exceptionnels dans votre secteur. Donc voilà, donc l'idée c'est bien qu'on a, et d'ailleurs le Jura, excusez-moi, fait partie des territoires bleus, donc on est bien identifié sur les nouveaux territoires du feu. Et donc
dans ces territoires jaunes, vous êtes bien dans une phase d'anticipation, de se dire, bon, bah, on a un feu d'après les simulations de l'INRAE notamment, on voit bien, et c'est ce que nous présentait il y a 2 jours Samuel, on a une occurrence qui va augmenter et des végétations qui vont progressivement être plus sensibles, donc plus conductrices de feu, et donc on pourrait avoir des surfaces plus importantes. Donc toute la logique, c'est de l'anticiper. Donc il y a des outils pour ça. Et il y a des outils, notamment par exemple dans le code forestier, qui sont de 2 niveaux, qui sont valables France entière, c'est la petite carte verte que vous avez en haut, ou qui sont limités aux massifs protégés au titre de classement de massifs à risque, exposés au risque incendie. Donc c'est la carte que vous avez en bas à gauche de la diapo. Et donc vous avez sur cette carte, pour information, l'état des classements à ce jour, et vous voyez que, grosso modo, quasiment tous les départements rouges et bleus, maintenant, ont proposé des premiers classements au titre des risques incendies. Et donc, dans les mesures réglementaires, ben, on n'en a pas entendu parler, donc je ne vais pas m'y appesantir, mais par exemple, la réglementation des usages du feu, de l'usage du feu, alors toute l'année, et la réglementation des usages dans la période à risque, c'est quelque chose qu'on peut déclencher France entière pour les périodes sensibles. Ensuite, une des questions, c'était c'est quoi un massif classé? Sur quoi ça s'applique et qu'est-ce que ça enclenche? Alors, un massif classé à risque incendie de forêt, c'est d'abord lié à la nature de la végétation, donc c'est tout ce qui est forêt, donc bois, forêt, plantation, reboisement, mais aussi les végétations sensibles associées. Donc nos collègues de Bretagne nous ont parlé des landes, c'est aussi pour les zones du sud la maquis et la garrigue. Donc au titre du code forestier, un massif classé à risque, c'est bois, forêt, landes, maquis, garrigue. La forêt, la définition de la FAO, c'est tout espace boisé de plus d'1,5 hectare. Hein, donc ce seuil peut être, on peut commencer à regarder ce qu'est la forêt au-dessus d'1,5 hectare. Les conseils du ministère de l'Agriculture, pour commencer à avoir des entités cohérentes, c'est d'éviter de descendre en dessous de 4 hectares quand on commence à regarder cette végétation au titre du classement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, on regarde la végétation, on définit le massif sensible et il y a une bande de prise en compte, une zone tampon, qui est une bande de 200 mètres autour de cette végétation sensible dans laquelle on va appliquer des mesures de prévention plus spécifiques aux massifs classés à risque. Donc les massifs, comment on classe des massifs à risque? Donc, vous avez vu que dans l'étude bretonne, en fait, il y a eu une analyse des territoires sensibles. Et ensuite, c'est le préfet de département qui propose, après une concertation locale, la cartographie de ces massifs. Donc, à partir d'un état des lieux du risque sur son territoire, il fait une concertation en département, il constitue un dossier avec l'avis des communes concernées, du département et de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Et donc, pour rappel, hein, cette commission départementale de sécurité et d'accessibilité, dans sa sous-commission feu de forêt, elle définit en fait un collège d'acteurs spécifiques dédiés à la forêt et au risque, qui n'est pas le même que la composition habituelle de la CCDS. Donc il y a bien dans cette commission des représentants des propriétaires forestiers, des représentants des entrepreneurs de la filière forêt-bois, etc. Et donc, le préfet de département fait remonter ses propositions en interministériel et ces propositions sont intégrées à un arrêté interministériel de classement des massifs à risque. Pour le moment, on en prend un par an.
parce que en fait, on est dans une phase de déploiement de la loi de juillet 2023 et donc les départements nous remontent régulièrement des propositions. Donc, il y a un arrêté qui est prêt de sortir là, dans ces jours-ci. Et on en prendra très certainement un en fin d'année parce qu'on a des départements qui nous ont déjà annoncé qu'ils vont remonter des choses. Et ensuite, on attendra pour les autres territoires d'avoir avancé sur la carte nationale de cartographie d'aléas parce que la région Grand Est donc s'est lancée dans une analyse du risque qui nous vous permet de réfléchir maintenant à la suite, c'est-à-dire à réfléchir à un plan d'action. C'est pas encore le cas partout, donc voilà. Donc là maintenant, les autres territoires qui ne sont pas encore engagés dans ces réflexions-là vont pouvoir bénéficier des résultats de cette étude. Sur quelles sont les conséquences de ces classements, en fait, à partir du moment où on est dans un massif classé à risque, ça déclenche un certain nombre de choses de manière automatique. Ça déclenche l'obligation d'un plan de protection des forêts contre les incendies, mais vous avez vu que ce plan de protection des forêts contre les incendies, en fait, il peut être volontaire. Et nous, ce qu'on conseille en centrale, en tout cas, c'est aux territoires qui s'engagent dans une réflexion de classement, c'est d'avoir en même temps que cette réflexion de classement, cette réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire sur nos territoires, en fait. Parce que en fonction du niveau de risque et des outils qu'on veut mettre en œuvre, et ben les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Donc le plan de protection des forêts contre les incendies, il n'est pas forcément départemental, il peut être interdépartemental et on voit tout son intérêt quand on a des massifs partagés. Et vous avez vu la déclinaison introduite par la loi de juillet 2023 en plan de massif pour ensuite être au plus près du terrain. Ce classement en massif, il va permettre aussi donc la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, on en a déjà parlé, la mise en œuvre d'outils également, c'est-à-dire que pour faire des équipements de défense des forêts contre les incendies et pour pouvoir garantir leur accessibilité aux services de secours en tout temps, il y a aussi une servitude qui s'applique sur ces équipements qui permet en fait de garantir que ces équipements seront pérennes dans le temps et toujours accessibles. Il y a la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais une possibilité de créer des associations de regroupement des propriétaires qui peuvent porter des équipements et des débroussaillements pour la défense des forêts contre les incendies. Bon, voilà, je ne vais pas tout détailler. Il y a évidemment dans les territoires classés priorité pour la mise en œuvre de moyens, notamment de missions d'intérêt général de l'Office national des forêts. Et puis, il y a des financements dédiés, donc on en a parlé. En effet, Christelle a raison. Le fonds vert, il a vocation à gérer plutôt l'interface urbanisation, espace naturel. L'équipement des massifs, c'est soit le FEADER pour les régions qui l'ont mobilisé, soit les crédits d'État au titre de la ligne 149, les lignes forêt en fait du budget de l'État, qui permettent de financer ces équipements. Et alors, dernier point, qu'est-ce qu'un PDPFCI? Alors, un PIPFCI ou un PDPFCI, c'est-à-dire un plan interdépartemental ou un plan départemental de protection des forêts contre l'incendie, et bien en fait, on l'a bien vu, l'idée c'est que c'est la déclinaison de la stratégie nationale sur un territoire. Donc, c'est un travail éminemment partenarial et qui doit porter une action collective. On a bien vu l'ensemble des acteurs, l'ensemble des volets que cela représente. On a bien vu une part importante dans la présentation de la Bretagne, c'est que ce plan, il doit définir sa gouvernance, son animation et son suivi, parce qu'il ne faut pas que ce soit un joli papier qu'on coince dans un bout d'étagère ou sous un pied de meuble pour le mettre à niveau. C'est quelque chose qui doit vivre. Parce que vu la réflexion
et la part de temps investie, l'idée, c'est bien d'avoir une dynamique tous ensemble. Son objectif, eh ben, c'est évidemment celui de la stratégie nationale, c'est-à-dire prévenir, limiter les départs de feu, réduire les surfaces brûlées, limiter leurs conséquences. Et c'est un document de référence. Alors tout à l'heure, j'ai vu dans le chat que par exemple, pour parler de DICRIM, de DDRM, on aurait pu parler aussi du schéma départemental du SDACR, hein, d'adéquation des moyens de lutte au risque. On peut parler des documents d'urbanisme, puisqu'on parle d'aménagement du territoire. L'objectif de ce document, c'est bien à la fin de pouvoir ensuite mettre en œuvre tout un tas d'outils qui dépendent de politiques différentes, mais en cohérence avec le risque incendie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans un PPFCI, un plan de prévention des forêts contre les incendies? Il y a un état des lieux établi avec l'ensemble des acteurs locaux, donc c'est un état des lieux qui intègre un diagnostic du risque, évidemment, mais c'est aussi un état des lieux qui fait le point de qu'est-ce qu'on fait déjà pour lutter contre les feux de forêt dans la région, et c'est Ah, Isabelle, ça y est, on vous a retrouvé, je pense. Oui, je vous entends. J'ai été Ouais, coupée. Mes ouais, excuses. il y a une Alors, je petite ne sais coupure. pas quand, par contre. Il y a une trentaine de secondes, je dirais. D'accord. Donc, quand je parlais du risque, alors. C'est ça, ouais. Parfait. Euh, donc, euh, euh, donc, quel est le risque? Qu'est-ce que ça génère comme besoin? Et du coup, on définit un plan d'action ensemble sur l'ensemble du continuum d'action à mettre en œuvre, la prévention, la planification, la prévision, la surveillance, l'intervention, le retour d'expérience et la reconstitution. Et on dit, un peu comme ce qui nous a été présenté dans l'exemple breton, avec quels moyens, qui est le pilote, les moyens humains et financiers, bien sûr, et on se donne une liste d'actions. Et donc, j'espère que... Voilà. Cette liste d'actions, ça peut être l'identification des massifs à classer et des plans de massifs à réaliser. Donc ça peut être une sortie du pays PFCI. Les actions à mettre en œuvre dans les autres territoires que ceux qui seront classés et l'articulation avec l'ensemble des outils, les outils de gestion, de l'urbanisation et de planification dans l'ensemble des politiques. Et qu'est-ce qu'il faut, comme le rappelait Christelle tout à l'heure, la loi de juillet 2023 nous demande d'intégrer les feux de végétation. Et vous l'avez vu, en fait, un des premiers indicateurs de la montée du risque, avant que ce soit des superficies forestières importantes qui brûlent, on a d'abord des feux significatifs agricoles. Et les feux agricoles peuvent se propager, au moins dans les 200 mètres, aux espaces boisés. Donc, on a bien aussi une réflexion à avoir sur les feux de végétation de manière générale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait regardé? Quelles sont les questions qu'il faut se poser dans le contenu d'un plan de prévention des forêts contre les incendies? Le traitement des interfaces, hein, puisque vous savez pertinemment que 90% des feux en France sont d'origine humaine et naissent du coup majoritairement à l'interface entre la forêt, les espaces naturels et la présence humaine. Les obligations légales de débroussaillement, l'emploi du feu, la valorisation de la forêt, des espaces et des produits forestiers, parce que c'est ce qu'on veut aussi préserver en préservant la forêt, la connaissance et la compréhension des feux de forêt et des feux d'espace naturel de manière générale sur votre territoire, la surveillance estivale, l'information et la sensibilisation, la création et la sécurisation juridique des équipements et la réhabilitation des espaces incendies. Donc voilà rapidement
Et j'en ai terminé. Et évidemment, le PowerPoint sera bien sûr à disposition euh, pour être, euh, pour être mis à votre disposition aussi. Une présentation globale, mais qui ne fait finalement qu'illustrer de manière générale la démarche qui vous a été présentée en région Bretagne. Alors, on avait une toute première question concernant la consultation des collectivités et à savoir sous quelle forme elle doit se faire. Quel cadre doit-on avoir une délibération pour toutes les communes suite à notre étude des massifs à risque? Eh ben, je pense que la réponse, je l'ai un peu donnée, c'est-à-dire qu'il y a 2 documents. Alors, si on parle des classements de massifs, le préfet va consulter au moins les communes le préfet de département va consulter au moins les communes qu'il souhaite classer sur un périmètre, alors qu'il peut co-construire avec elles hein, ou qu'il propose dans un premier temps. Et il faut une délibération de la commune concernée. Si c'est le plan départemental de protection des forêts contre les incendies, là, c'est un document qui est validé par arrêté préfectoral et qui est mis en consultation au moins de la CCDS à un moment. J'espère avoir répondu à la question. Oui. Ensuite, on a une question alors, qui était orientée vers l'ONF, mais tu auras peut-être également des éléments à apporter. C'est est-ce que les aménagements forestiers vont devoir être adaptés par rapport à la DFCI? Alors, Ou si quelqu'un de... Alors, oui, alors, de manière générale, pas seulement les aménagements forestiers, les plans simples de gestion, tous les documents de gestion, tous les documents de gestion durable de la forêt intègrent le risque incendie dans leur contenu. Alors après, en fonction du niveau de risque validé par l'État sur le territoire, avec bien sûr un niveau d'analyse plus ou moins poussé. Mais oui, ça, c'est prévu. Voilà. Donc plutôt, peut-être a juste, priori, d'abord dans les massifs à risque, évidemment. oui, juste peut-être pour compléter sur actuellement pour les nouveaux aménagements côté ONF, il y a effectivement une analyse de la sensibilité de la végétation qui est faite. Et à terme, il y aura également inclus dans l'idéal, hein, les travaux qui viennent d'être menés au niveau de la régionale pour intégrer aussi l'aspect risque, donc en mêlant les enjeux. Donc voilà. Mais donc pour l'instant, comme on n'avait que la carte de sensibilité de la végétation, il n'y avait que ça qui était inclus. Alors, une dernière question, c'est par rapport à la mise en conformité des DRA, SRA et des SRGS, de l'ensemble des documents stratégiques au niveau régional. Est-ce qu'ils devront également être mis en conformité? Ben oui. J'allais dire, c'est exactement un peu l'entrée que je donnais, c'est-à-dire que en fonction des actions sur lesquelles vous allez vous mettre d'accord dans un plan interdépartemental de gestion des risques, et donc là, vous allez travailler ensemble sur le niveau de risque, ce que ça génère comme besoin et les actions à définir. Et par nature, ça a vocation ensuite à être intégré dans les futurs documents de gestion. Et ça tombe bien, on arrive quasiment à échéance du plan national forêt-bois qui devra ensuite être décliné. Mais donc, je crois que du coup, le plan régional forêt-bois, il doit être à échéance de 3-4 ans, je pense, grand max en Grand Est. Non, c'est pas ça, je dis une bêtise. C'est 2027. Voilà.
Donc, vous vous lancez dans une réflexion qui va vous permettre d'avoir une vision claire de quels sont les enjeux pour la gestion forestière et l'intégration du risque incendie que vous pourrez ensuite intégrer dans votre prochaine version du PRFB. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant pour Isabelle. Ouais. Alors, moi, j'arrive pas à partager en mode plein écran, mais je pense que vous arrivez à voir malgré tout. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, dernière partie du webinaire, quelle suite envisager aux études de caractérisation du risque feu de forêt en région Grand Est? Alors, déjà, reprendre un petit peu l'exemple breton qui nous a été présenté. Et pourquoi j'avais utilisé ce qualificatif tout à l'heure, pourquoi on peut estimer que cet exemple est inspirant? Bien comme vous avez pu le voir, ça a permis de mobiliser tous les acteurs à toutes les échelles et d'engager une action collective, de lancer une dynamique à la fois locale, départementale et régionale. Ça a également permis de favoriser la concertation locale, les échanges, et donc d'assurer une cohérence régionale des initiatives départementales et locales. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire depuis qu'on a engagé une démarche pour caractériser déjà le risque en région. Vous avez vu que le fait de lancer une étude régionale et puis ensuite pour le département des Vosges et de la Meuse, de tâcher de récupérer les données qui avaient été produites pour les intégrer dans une cartographie à l'échelle vraiment régionale, c'était déjà parce qu'on avait ce souci de poursuivre une cohérence régionale. Et donc, il faut qu'on continue avec cet état d'esprit-là. Et on voit bien que l'exemple qui nous a été présenté par la DRAF Bretagne répond bien à cette préoccupation. Ensuite, on a vu que cet exemple a permis de préparer le risque feu de forêt sans pour autant se lancer dans la réglementation qu'on peut de prime abord juger assez lourde. On a déjà parlé un petit peu des OLD. Mais on a vu voilà, que la Bretagne s'est préparée au risque feu de forêt sans classer de massif dans l'immédiat. Et ça, c'est assez adapté à notre contexte, comme Isabelle nous l'a rappelé. Pour le moment, notre région, elle est concernée, mais elle n'est pas encore dans un niveau de risque qui est vraiment comparable à ce qui peut se passer dans le sud. Donc, on a encore du temps pour s'organiser, pour se préparer et conduire des actions qui soient préventives. C'est pour ça qu'on va pouvoir mettre en œuvre de nombreuses actions qui sont réalisables dès maintenant, sans classement de massif. Et donc, les exemples qui ont été mis en avant par nos collègues de la Bretagne, voilà quelques exemples que j'ai repris là. Organiser la gouvernance de la prévention à la gestion des crises. Se connaître, c'est important. Communiquer, sensibiliser. Harmoniser les arrêtés feu. Isabelle a rappelé que ces arrêtés concernent tous les territoires, massifs classés ou pas. Déployer des systèmes de surveillance opérationnelle, etc. Donc voilà pourquoi cet exemple nous paraissait vraiment inspirant. Donc, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite? Alors, comme je viens de vous le dire, il nous semble important de conserver une coordination entre les territoires et de conserver cet état d'esprit visant à une cohérence régionale à deux niveaux, à la fois pour la définition des plans de protection des forêts contre les incendies, qu'ils soient volontaires ou pas, mais en l'occurrence, là, on parlera de PPFC volontaires, mais également ensuite pour le classement des massifs.
Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit en permanence, cette cohérence régionale et ce besoin de coordination. Ensuite, Isabelle nous l'a montré dans son diaporama, il est important aussi de penser à l'articulation de la politique forestière, hein, puisque les PPFCI sont bien une émanation du Code forestier, mais il y a d'autres politiques qui viennent se greffer autour de tout ça. Eh bien, c'est important de se poser pour bien articuler l'ensemble et établir une stratégie qui permette de coordonner l'ensemble des outils. On pense bien sûr à la sécurité civile et aux politiques de l'urbanisme. Et puis, comme je viens de vous le dire dans ma précédente diapositive, on est encore en Grand Est en phase d'anticipation du risque, et ça c'est important aussi de l'avoir en tête, pour ne pas se précipiter, pour prendre le temps de poser les choses et d'adopter une stratégie qui soit partagée par les acteurs locaux et adaptée à chaque territoire. On l'a vu hein, dans les présentations qui ont précédé, le partage de la stratégie, c'est important, la co-construction de cette stratégie, c'est important, le collectif, c'est important. Donc ici, on doit également avoir bien en tête qu'en phase d'anticipation du risque, on doit être en capacité de se donner ce temps pour co-construire tout ça. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est écrire un PIPFCI, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à l'échelle régionale, qui soit volontaire, donc sans classement préalable de massif, et qui soit modulaire, donc avec des petits paquets, hein, on va dire, regroupant des actions dans lesquelles, desquelles chaque département pourra s'emparer. Si un territoire voilà, envisage à terme un classement de massif parce que les études ont également montré que ce territoire est particulièrement exposé, voilà, il faudra probablement s'emparer de 2, 3, 4 modules. Par contre, un territoire où les études montrent qu'il y a moins de risques mis en avant, peut-être qu'un seul module suffira. Dans tous les cas, in fine, le choix de ces modules reviendra au préfet du département, puisque c'est bien le préfet du département qui conduit la politique DFCI de son territoire. Ce PIPFCI, on pense qu'il nous faudra bien 1 à 2 ans pour l'écrire, et tout simplement parce que vous avez vu hein, tout ce que ça englobe, ce sont des documents stratégiques larges, mais en plus, comme je l'ai déjà dit et je le répète, il faut que ce soit co-construit. Donc, forcément, ça prend plus de temps pour pouvoir y travailler. Alors, ce PIPFCI à l'échelle Grand Est, donc volontaire et modulaire, eh bien, il permettra d'engager du travail de la DFCI sur le territoire. Donc, j'ai repris quelques exemples. Alors, des exemples qui viennent, hein, des présentations qui viennent d'être faites. Donc, l'organisation de la gouvernance. Je pense que l'exemple qu'on a vu sur la Bretagne avec une gouvernance régionale, départementale et locale, c'est quelque chose voilà, que l'on peut, dont on peut s'inspirer. L'harmonisation des arrêtés feu, ça c'est quelque chose qui peut être travaillé et structuré dans le cadre d'un PIPFCI. L'appropriation des études conduites. On a eu des belles présentations mardi. Maintenant, il faut s'approprier tout ça. Il faut qu'on puisse avoir vraiment la connaissance de ces études et s'en servir
pour pouvoir engager les travaux. L'acculturation au risque feu de forêt des acteurs locaux. L'articulation avec les politiques d'urbanisme en intégrant les résultats de l'étude nationale. Donc Isabelle vous en a parlé de cette étude nationale qui est en cours. Il faudra être bien vigilant que nos travaux s'articulent bien avec les politiques d'urbanisme. Et ça pourra aussi se prévoir dans le cadre du pays PFCI. L'adaptation des moyens de secours, l'éducation du grand public à la prévention contre les départs de feu, les échanges, c'est tout en vrac, vraiment ça part un peu dans tous les sens, je n'ai pas cherché à structurer. Les échanges avec BFC pour les massifs en commun, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'on est sur une présentation Grand Est, mais depuis tout à l'heure, je vous parle de cohérence régionale. Et bien évident que si on a le souci d'avoir une cohérence régionale, à un moment donné, il faudra aussi qu'on soit aussi soucieux d'avoir une cohérence zonale et que pour les massifs en commun, si on envisageait un classement d'un massif qui est commun avec BFC, qu'il y ait des échanges préalables avec BFC pour ne pas se retrouver avec un massif classé côté Grand Est et qu'il ne le serait pas côté BFC. Donc, il y a aussi du travail à faire de ce côté-là. J'ai indiqué aussi la recherche de porteurs et une première animation des plans de massif. On a vu dans l'exemple breton que les animateurs des plans de massif ont été sélectionnés. Donc, voilà, c'est aussi une action qui pourra être initiée dans le cadre d'un pays PFCI et plein d'autres choses. On ne peut pas tout citer sur une diapositive, mais vous voyez, ce sont beaucoup de choses que l'on peut déjà faire avant même de classer des massifs. Et puis, à un moment, il y aura également des classements de massifs. Et on restera dans cette même logique en fonction de la concertation locale, de la cohérence partagée de la prise de décision, en vous rappelant que la décision de proposer un massif au classement est bien une décision qui revient au préfet du département. Donc, après avoir organisé cette concertation locale. Donc, voilà comment on envisage les choses. Moi, donc, j'avais une petite présentation en durée, ce qui permet de rattraper un petit peu le retard qu'on avait accumulé. Pour l'instant, on n'a pas de questions. On a effectivement deux remarques dans le sens où effectivement, il sera important de regarder la cohérence sur les massifs interrégionaux entre le parc national des forêts et le massif des Vosges. Et donc, on a une question qui vient d'arriver. Comment la délimitation des massifs s'est faite en Grand Est? Oh, là, on va laisser Samuel répondre. Oui. Alors, la délimitation des massifs, on a regroupé les entités forestières avec un pré-traitement qui permettait de dégrossir, donc en fait de rattacher les entités qui étaient peu éloignées les unes des autres, donc de moins de 100 mètres entre elles, et que cet ensemble forme plus de 4 hectares, et donc comme ça, après, on arrivait à regrouper et éliminer des petites choses. Et après, on a soumis donc ce pré-traitement à chaque COPIL départementale, où on a essayé d'avoir des entités les plus cohérentes possibles en termes de risque, de contexte forestier. On a regardé tout ce qui était lié à l'aléa, etc., pour avoir des choses les plus homogènes possibles et continues. Donc on a aussi, on s'est appuyé sur les espaces de plaine, sur les routes, sur les fleuves, etc. Donc voilà, donc on a cherché à regrouper comme ça ce qui était le plus homogène. Donc voilà. On vous entend pas côté DRAF.
Pardon, j'avais coupé le micro. Voilà. Une deuxième question pour savoir si on a des idées sur la façon d'intégrer les territoires limitrophes entre le BFC, le Grand Est et notamment sur le massif vosgien. C'est une question pour qui, ça? On a des Euh, idées pour intégrer les territoires limitrophes. Attends, je suis en train de... alors, juste en petite précision, au niveau de l'étude Grand Est, la zone d'étude est très large, justement, pour pouvoir intégrer cette continuité forestière du massif vosgien. Donc, autour du Haut-Rhin et des Vosges, on est à plus de 40 km sur les autres départements, enfin des autres régions. Et puis, pareil, sur le pourtour Ardennes, Marne et Aube, on est à minimum 20 km. Donc, on peut refaire des recoupements s'il y a des études similaires qui sont menées, mais par contre, pour intégrer ces territoires Et limitrophes, alors, je ne vais pas pouvoir répondre. moi, je n'ai pas d'idée. J'ai envie de redire qu'en fait, pour le moment, l'idée, ce sera plutôt d'engager des échanges entre nos deux régions pour les territoires limitrophes. Et donc, forcément, ces échanges n'ayant pas encore eu lieu, je ne peux pas développer davantage que ça aujourd'hui. Si je peux peut-être compléter en 2 mots, je pense que vu de l'extérieur, on voit bien que la logique portée par Grand Est, c'est on a fait un constat, on a avancé sur une analyse, on souhaiterait s'engager dans la rédaction d'une stratégie. Et alors, vu de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu un appel à contribution en disant, bah voilà, pour que les choses soient cohérentes, maintenant on souhaite élargir, notamment, alors mardi, on a eu une présentation qui a rappelé que l'étude a été creusée un petit peu en international aussi pour ne pas s'arrêter à la frontière. Après, les stratégies, on va dire, des autres États ne dépendent pas, ne dépendent pas de la France, mais au moins on a initié des échanges pour être un peu cohérents. Et l'idée, c'est un peu la même, depuis quelqu'un d'autre que de la région Grand Est, c'est un peu, maintenant, mettons-nous ensemble autour de la table et travaillons ensemble pour avoir une stratégie commune. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Oui, on est bien là-dessus. Ensuite, une remarque par rapport à l'implication des préfets et de s'appuyer sur l'exemple qui est breton. Et donc, voilà, de savoir, il semble essentiel que l'ensemble des préfets de département soient d'accord pour tous suivre le même rythme de travail. Et donc, au niveau voilà, du Grand Est, essayer de prendre cet exemple. Oui. Alors évidemment, on partage cette réflexion, tout en rappelant que chaque préfet conserve à son niveau la prise de décision. Il y aura une réunion de présentation au préfet en quart prochainement, qui permettra aussi d'avoir des échanges sur cette problématique. Si je peux partager, nous, notre, on va dire, nos procédures internes État, en fait, c'est un premier échange qui a eu lieu entre les deux, la DRAF, la DREAL et toutes les DDTM dans une instance qui se réunit régulièrement et qui ont effectivement ensuite décidé de porter ce même message en commun au sein de la commission administrative régionale qui réunit tous les préfets à leur côté, en fait. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important en procédure interne État que d'avoir cette solidité sur le principe et avec, bien sûr, comme vous le dites, le respect des compétences qui sont déléguées à chacun. Et la compétence DFCI est vraiment déléguée au préfet de département, d'où l'accord préalable de vous êtes d'accord pour un document mutualisé qui vous permettra de travailler ensuite de manière méthodologique similaire, on va dire. Alors pour la question sur qui initiera ces travaux,
Oui, la DRAF Grand Est prévoit de lancer un nouvel appel d'offres pour écrire ce pays PFCI avec les modalités qu'on vous a représentées. Prochainement. Dans un calendrier qui n'est pas encore parfaitement bien connu. J'ai l'impression qu'on a vu toutes les questions. On va pouvoir laisser la parole à Madame de Valicourt pour la conclusion. Oui, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire d'aujourd'hui. On est encore 115, on a été jusqu'à 140. Donc, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Je sens que les gens ont des journées bien remplies. En tout cas, je ne peux que, à cette étape de clôture, remercier, faire un bon paragraphe sur les remerciements parce que c'est vraiment un gros travail qui nous a été présenté lors de ces 2 webinaires. Donc, tout d'abord, les cabinets d'études qui ont réalisé ces travaux, c'est-à-dire l'agence études de la direction territoriale de l'ONF Grand Est ainsi que le CNPF Grand Est qui ont réalisé l'étude régionale qui a été commandée par la DRAF ainsi que l'étude départementale des Vosges commandée par le SDIS 88 et le cabinet d'études MTDA qui a réalisé l'étude départementale de la Meuse commandée par la DDT 55. Je dois aussi remercier les financeurs des études. D'une part, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour les études régionales et de la Meuse et le ministère de l'Écologie pour l'étude des Vosges. Et je remercie aussi les intervenants des 2 webinaires pour la qualité de leur présentation et la clarté de leurs propos. J'en faisais aussi la remarque lors du dernier webinaire. J'ai trouvé ça très intéressant de suivre avec une progression dans les exposés qui était vraiment bien vu. La clarté des propos grâce à vos interventions aussi, les participants. Grâce à vos interventions, monsieur les 2 intervenants du webinaire, les participants ont pu comprendre l'ensemble des études réalisées et leurs conclusions et le contexte dans lequel nous évoluons et les enjeux que nous devons collectivement relever. Donc, je les citerai en particulier un grand merci à Samuel Sénécal, chargé d'études à l'agence études de la DDT de l'ONF, Éric Bachelet, chargé de mission à la DDT de la Meuse, Isabelle Bertrand, chargée de la mission DFCI au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christelle Guernigonde et Carole Duval, en charge de la DFCI à la DRAF de la Bretagne, et parmi nous ici à la DRAF, Marie-Odile Soufflet, qui vous a présenté les conclusions. Toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulé et à la bonne réalisation des études aussi, que je dois remercier, notamment les membres du COPIL régional, des COPIL départementaux et des COTEC, mais aussi les organismes qui ont facilité les travaux parce que sans vos données, on ne peut pas faire grand-chose. Vous avez mis à disposition des informations et des données, des fois dans des délais qui étaient parfois contraints, et notamment aussi par des échanges pour mieux appréhender certaines questions ou pas un appui technique que nous avons pu vous solliciter, pour lequel nous avons pu vous solliciter. Tous les participants à ces 2 webinaires aussi, je tiens à remercier parce que vous avez été nombreux, donc plus de 160 au premier, et là on est monté à 140. Et vous nous avez suivis et nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à ces études. Comme il a été précisé en introduction, ces webinaires ont été enregistrés et vous allez recevoir le lien pour avoir ces enregistrements, mais aussi les supports de présentation qui nous ont été redemandés lors des webinaires. Et un mail vous préviendra de cette mise à disposition. Pour conclure, je dirais que les études de caractérisation du risque incendie de forêt ne sont qu'une première étape dans la construction d'une politique régionale de défense des forêts contre l'incendie. Une première étape, mais une étape essentielle, car il convient de bien connaître le risque avant d'envisager toute prise de décision. Et il nous faut maintenant construire ensemble notre stratégie collective et nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Mais personnellement, j'ai été plutôt séduite par la démonstration stimulante de la Bretagne. Le webinaire d'aujourd'hui nous a permis de comprendre les différentes étapes qu'il nous reste à franchir. Et ces étapes sont nombreuses. Nous allons les franchir avec volontarisme à la DRAF et avec vous tous, mais avec prudence et sagesse. Et comme l'a rappelé Marie-Odile, toujours dans la concertation.
La DRAF restera mobilisée sur cette question. Elle s'apprête à commander une nouvelle étude, comme on vient de vous l'annoncer, qui permettra d'écrire le PIP-FCI tel qu'on nous l'a présenté aujourd'hui, c'est-à-dire un plan volontaire, modulaire, avec un pilotage qui sera décliné au niveau régional, départemental et local. Et comme pour l'étude régionale de caractérisation du risque, vous serez sollicité pour co-construire cette stratégie. Je vous remercie pour votre participation et vos questions qui ont alimenté les débats. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Voilà. Et on va pouvoir clore. Oui, on va